un bref, une brève présentation de la famille pour être sûr, parce que je vais utiliser un certain nombre de termes botaniques pour être sûr que tout le monde comprend. Je vais ensuite vous décrire quelques exemples de pollinisation mutualiste et la pollinisation par duperie, qu'on va voir, est une stratégie très prisée chez les Aracées avant de conclure. Donc, la famille des Aracées est la famille qui renferme les plus petites plantes sur Terre, donc avec les lentilles d'eau, et aussi les plus grandes inflorescences avec Amorphophilus titanum, qui en général est toujours une espèce d'exhibition quand il fleurit dans des jardins botaniques. Donc là, c'était à Nancy en 2023. Actuellement, on a décrit 156 genres et près de 4600 espèces dans cette famille. C'est une famille où on découvre encore beaucoup d'espèces. Donc, on a découvert quatre genres, on va dire, dans les 8 dernières années, donc, qui viennent tous d'Asie tropicale, comme Vietnam, Cosia, Vivaria, Josephia et Ayaru, donc, qui viennent d'être décrits cette année. Donc, chez les Aracées, l'inflorescence est constituée d'une bractée modifiée qu'on appelle une spathe, qui entoure un axe qui supporte les fleurs, les petites fleurs qu'on appelle un spadice. Et la spathe peut, dans certains cas, à la base, être fermée pardon, constituer une chambre florale ou plutôt une chambre de pollinisation. En dehors de la structure de l'inflorescence, il y a deux grands types de fleurs chez les Aracées. Il y a des fleurs bisexuées ou hermaphrodites, et chaque fleur est donc constituée d'une partie femelle entourée d'étamines. Et donc, à ce moment-là, l'inflorescence est homogène, enfin le spadice, depuis la base jusqu'au sommet. Toutes les fleurs sont les mêmes. Et dans d'autres genres, il y a eu l'évolution de fleurs unisexuées. Et à ce moment-là, il y a eu une structuration spatiale de l'inflorescence, du spadice, avec les fleurs femelles à la base du spadice. Oh, pardon. Les étamines sont au-dessus. Et dans un certain nombre de genres, il va y avoir des fleurs stériles entre les deux, qui ont des rôles écologiques liés à la pollinisation importants que je vais détailler un peu plus tard. Dernier caractère important, c'est la protogynie au moment de l'anthèse, c'est-à-dire que l'inflorescence est d'abord fonctionnellement femelle, c'est-à-dire que tous les stigmates de toutes les fleurs sont réceptifs à un moment donné. Après un temps variable, donc ça dépend de la durée de l'anthèse, les étamines vont tous être matures et libérer le pollen au même moment de l'inflorescence, alors que les stigmates ne sont plus réceptifs. Donc on a vraiment un stade femelle et un stade mâle de l'inflorescence. En général, il n'y a pas de chevauchement entre les deux phases, et donc l'autopollinisation est relativement rare dans cette famille. Ça existe, mais c'est rare. Alors maintenant, ça va être la partie peut-être un peu plus difficile pour vous, c'est vous expliquer comment est réalisée la thermogenèse florale. Donc, c'est-à-dire que on va voir, c'est des inflorescences qui sont capables d'élever leur température, et ça, c'est un rôle très important en pollinisation. Donc, pour cela, il faut rentrer dans la cellule, on va rentrer dans la mitochondrie, et dans la mitochondrie, on va regarder la paroi cellulaire. Si je parle trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je peux. Et donc, dans cette paroi, le cycle normal de production d'énergie cellulaire, qui est la formation de l'ATP, consiste à avoir un flux d'électrons qui passe entre des molécules qu'on appelle des cytochromes, et donc ils vont s'échanger ces électrons, avoir un échange, on va dire redox, euh, donc changement de potentiel, et à l'arrivée, il va y avoir la transformation de l'ADP, l'adénosine diphosphate, en adénosine triphosphate, qui est le carburant de toutes les cellules vivantes. C'est avec ça que nos organismes fonctionnent. Pour la production de chaleur, ce qui se passe, c'est que ce flux d'électrons est interrompu dès le début de la chaîne, et tous les électrons qui passent dans cette chaîne-là vont être accumulés sur un cytochrome qu'on appelle l'alternative oxydase, qui va être capable d'accumuler beaucoup d'électrons et donc libérer cette surcharge électrique sous forme de chaleur. Et donc, évidemment, cela est reproduit des milliers de fois par mitochondrie, des millions de fois par cellule, des milliards de fois au niveau d'un organe floral, et cela va permettre une élévation de la température du tissu floral. Une deuxième voie existe aussi,
Donc, c'est la protéine qu'on appelle non couplante qui existe aussi chez les animaux. Et en particulier, c'est ce qui permet aux animaux qui hibernent de se réveiller et se réchauffer très vite lorsqu'ils sortent de l'hibernation. C'est aussi connu chez les bébés. Ça leur permet aussi de combattre contre le froid. C'est ce qu'on appelle la graisse brune chez les bébés. Et donc, ils utilisent une deuxième voie. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux voies-là n'utilisent pas le même carburant. Si vous avez de l'amidon ou des carbohydrates, à ce moment-là, vous allez utiliser la voie de l'alternative oxydase pour produire la chaleur. Si vous utilisez des lipides, à ce moment-là, ce sera comme les animaux, ça va être sur donc la protéine qu'on appelle non couplante. Et chez les aracées, selon le genre, on va utiliser une voie ou l'autre pour produire la chaleur. Voilà, donc ça. Et donc, les deux voies ne peuvent pas exister simultanément. On connaît un cas, par exemple, pour le mûrissement de la tomate, où le fruit de tomate va utiliser la première voie pour devenir rouge, et une fois qu'il est rouge, il va utiliser la deuxième voie pour se ramollir et accumuler du sucre. Les odeurs florales jouent aussi un rôle très important dans l'attraction, c'est-à-dire que si vous baguez un sachet comme ça une inflorescence, vous pouvez voir se poser les insectes qui sont attirés par l'odeur, même si le visuel ne marche pas très bien. Voilà, donc dans ce cas-là, dans Rompictum, ce sont des mouches, on va dire, à excréments. La même chose dans les pays tropicaux avec des gros coléoptères, si vous en sachez, pareil. Et vous pouvez même, on le verra un peu plus tard, faire des pièges chimiques si on travaille, parce que ça fait partie d'une partie de mon travail sur les odeurs florales. À ce moment-là, si vous mettez une odeur synthétique dans un piège, vous pouvez attraper aussi des pollinisateurs. Donc maintenant qu'on a vu tous ces éléments de base, on va pouvoir un petit peu regarder des exemples précis. Donc on va commencer par les pollinisations mutualistes. Alors qu'est-ce qu'une interaction mutualiste? Une interaction mutualiste est bénéfique pour chacun des partenaires. C'est-à-dire que la plante assure sa reproduction avec la dispersion du pollen et la production de graines. Et le pollinisateur, lui, va obtenir une ressource en général alimentaire sous forme de pollen ou de tissus floraux. Dans le cas des aracées, il existe très peu de nectar. Donc, les tissus floraux sont des tissus riches, on va le voir, nutritifs, que certains, surtout les coléoptères, vont pouvoir mâchouiller et manger. Mais aussi, il existe un deuxième type de ressource, qui est la ressource liée à la reproduction de l'insecte. Et donc, l'inflorescence va soit représenter un site d'accouplement, soit carrément un site d'oviposition, comme on va le voir un peu plus loin. Donc voici une phylogénie simplifiée des aracées et on va un petit peu se promener. Donc retenez pas les noms, hein, c'est compliqué. Donc les groupes basaux sont ici. Ici ce sont justement tous les genres avec les fleurs bisexuées ou hermaphrodites, comme je vous ai dit au début. Et la sous-famille des aroïdés contient tous les genres avec les fleurs unisexuées. Donc on va d'abord s'intéresser à la pollinisation de Symplocarpus. Donc c'est une espèce assez basale, en tout cas qui est apparu il y a très longtemps dans la famille des Aracées, qui pousse en Amérique du Nord. Donc l'anthèse est très longue et en fin de compte, l'inflorescence va attirer une diversité de petits diptères et elle pousse donc dans des zones inondables, voire même des fois en hiver quand il y a encore de la neige. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que l'inflorescence produisant de la chaleur, comme vous pouvez voir, elle se dégage de son espace autour d'elle, elle fait fondre la neige et ainsi elle peut être visible, accessible à ces pollinisateurs. Donc, la thermogénèse, on peut la mesurer en infrarouge, hein. Donc, ici, vous avez une photo en visible, une photo en infrarouge. Donc, on peut voir ici que l'espadis, qui est un peu globuleux chez cette espèce, on voit bien qu'ici, il chauffait à une température de un peu plus de 20 degrés. Mais on peut aussi, si on équipe l'inflorescence avec des thermocouples, c'est-à-dire qui enregistrent la température, on peut avoir aussi ces patrons de température, comme vous pouvez le voir ici, où vous avez en rouge la température, la différence de température entre le spadis donc, et l'air, et en marron entre la chambre florale ici et l'air. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'à partir du moment où l'inflorescence va s'ouvrir, durant la phase femelle, eh bien, la température du spadis est quand même entre 18 et 12 degrés au-dessus de l'air ambiant. Donc, c'est quand même que lorsqu'on parle de thermogenèse, c'est une température très élevée qui est produite. Et ce qui se traduit avec une chambre florale qui va être à 6 degrés au-dessus de l'air ambiant, et particulièrement durant les nuits ou dans ces pays-là nord-américains, ça peut protéger évidemment du gel. Ce qui est intéressant, c'est que cette espèce a été
montré comme pouvant thermoréguler. Donc vraiment comme un mammifère, c'est-à-dire que ici, si vous mesurez la température maximale qu'a une inflorescence qui va aller sur ce graphe ici en haut à gauche entre moins 10 degrés et 25 degrés, vous voyez que la température oscille très peu, elle va être entre 21 et 25 degrés. D'accord? Et en fin de compte, ici, vous voyez la consommation, donc la libération du CO2. Donc, je vous ai dit que la thermogenèse, comme c'était un processus mitochondrial, c'était une respiration cellulaire. Donc, vous voyez qu'en fin de compte, plus il va faire froid, plus l'inflorescence va devoir respirer fort ou intensément pour maintenir cette température. Donc, mon collègue australien Roger Seymour a même fait une démonstration, comme on va le voir ici, en laboratoire, où en fin de compte, lorsqu'il impose à une plante en laboratoire une chute de 10 degrés, on s'aperçoit que ça augmente la respiration de l'inflorescence et que la température ici a diminué un petit peu et revient à son équilibre de 23-24 degrés. Si vous faites une chute qui est encore plus importante de température, on voit que la respiration est d'autant plus activée. Évidemment, il y a une chute plus importante. Et ensuite, ça revient à l'équilibre. Évidemment, les temps de réponse n'ont rien à voir avec des vertébrés, puisque là, on parle quand même de facilement 1 heure, 1 h 30 dans la réponse, mais il y a une réponse. Et inversement, si on chauffe, c'est-à-dire que là, on met l'inflorescence à plus 35 degrés, donc dans une ambiance qui est chaude, vous voyez qu'ici, la respiration est arrêtée et en fin de compte parce que l'inflorescence va refroidir et venir à la température qui est l'optimum thermique, en tout cas pour cette espèce. Alors, dans le cas de cette espèce, évidemment, pourquoi chauffer à cette température-là? Oui, pardon, c'est un phénomène de thermorégulation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une réponse active au changement de température environnementale. En fin de compte, ce qui s'aperçoit, c'est que on s'est aperçu chez cette espèce que 23 degrés est la température optimale pour le pollen, que ce soit d'une part pour la germination du pollen, on voit ici qu'il y a 85% du pollen qui va germer à 23, alors qu'à 18 ou 28, les pourcentages de germination en bleu clair sont beaucoup plus faibles, mais aussi à la croissance du tube pollinique. On voit ici que, en fin de compte, à 23 degrés, on pouvait voir sur les photos, le pollen peut croître plus vite et donc assurer une pollinisation plus rapide qu'à 18 ou 28 degrés. Donc maintenant, on va regarder un deuxième exemple. On va partir maintenant sous les tropiques, hein, donc d'Amérique du Sud. Donc, c'est une pollinisation par coléoptère. Donc, là, je vais vous détailler Philodendron, mais sachez que ce type de pollinisation existe dans une dizaine d'autres genres dans la famille des Aracées. Et ici, contrairement au simple carpus, l'inflorescence va ouvrir la nuit. Donc, ici, donc, on voit le spadis, la partie mâle, qui sort de la spate qui s'est ouvert le premier soir et qui va émettre la chaleur et les odeurs. À ce moment-là, les insectes vont être attirés, ce sont des coléoptères. S'ils sont couverts de pollen, ils descendent au fond de la spate, ils marchent au-dessus des fleurs de femelles, des stigmates, et donc vont pouvoir polliniser. Ils vont manger les fleurs stériles qui sont ici, on va le voir un peu plus loin, et ensuite la spate ils vont rester dans l'inflorescence durant une journée parce qu'ils sont photophobes, ils n'aiment pas la lumière du jour, et jusqu'au deuxième soir. Deuxième soir, la spate va se refermer petit à petit, expulsant les insectes. Vous pouvez voir que l'intérieur de la spate produit une résine, car contrairement aux mouches ou aux abeilles, les insectes sont pardon, les coléoptères sont des insectes peu poilus et sont un peu moins efficaces au transport du pollen. Donc, au contact de cette résine, leur cuticule va devenir très collante. Et lorsqu'ils vont manger du pollen, parce qu'ils en mangent une partie au milieu des étamines, à ce moment-là, il va être complètement couvert de pollen. Puis, ils vont s'envoler, donc expulser, puis s'envoler à la recherche d'une inflorescence en phase femelle. Vous pouvez voir ici aussi que l'intensité thermique ou de chauffe est assez importante puisque la spate, comme vous pouvez voir ici à la base, est brûlée. C'est-à-dire cette zone-là, c'est la zone de contact entre le spadis qui chauffait le premier soir et la spate. Et on peut voir ici des traces de brûlure, donc dues à cette intensité thermogénique. Donc voilà, comme je vous ai présenté tout à l'heure, typiquement un patron thermogénique avec vous voyez, un pic de chaleur ici du spadis, ici une sorte de plateau, et là vous avez l'air ambiant. Ce qui est intéressant, c'est de travailler en différence de température, et vous voyez qu'il y a bien un premier pic au moment de l'attraction des insectes et l'émission de l'odeur, puis un deuxième pic au moment où le pollen va être libéré, et les insectes vont partir chargés de pollen
et vont assurer la pollinisation croisée. Lorsque nous avons étudié Philodendron Solimo sensei, il est arrivé quelque chose d'un peu bizarre. C'est qu'on avait bien le premier pic au moment de la phase femelle d'attraction des pollinisateurs. On avait bien une fin de thermogenèse au niveau de l'anthèse, mais entre les deux, on avait une sorte de plateau. Donc là, vous voyez, là, c'est durant la nuit, un plateau autour de 6 degrés entre le spadis et l'air ambiant, avec évidemment un peu plus chaotique durant la journée à cause évidemment du rayonnement solaire. Et on voulait savoir quel était l'intérêt pour une inflorescence de maintenir une activité thermogénique alors que les insectes étaient déjà dans la chambre florale en train d'attendre le deuxième soir. Et pour cela, on a fait donc une étude, donc ici, euh, donc, pour voir un petit peu le rôle pardon, de cette thermogenèse. Donc ici, c'est le spadis. Donc vous voyez que la chambre florale par rapport à l'air ambiant est toujours à peu près 4-5 degrés plus chaud. Et pour cela, on a regardé un petit peu du côté de l'insecte, qu'est-ce que ça lui coûtait d'être actif à différentes températures. Donc ici, c'est au repos, qu'il soit à 21 ou 35 degrés, vu qu'il ne fait pas beaucoup d'activité, il ne fait que respirer, ça ne lui coûte pas beaucoup d'énergie. Par contre, s'il est actif, comme par exemple lorsqu'un mâle veut essayer de s'accoupler avec une femelle au sein de l'inflorescence, on s'aperçoit que plus la température diminue, plus ça lui coûte de l'énergie. C'est-à-dire que ce sont des insectes qui sont endothermiques, c'est-à-dire qui ont besoin d'une température de entre 28 et 30 degrés corporels pour être actifs. Et donc, forcément, d'être actif à 22 degrés alors que eux doivent être à 28-30 degrés, ça leur coûte de l'énergie, un peu comme nous. Et donc, nous avons pu calculer que le fait de s'accoupler dans des inflorescences de philodendrons qui chauffaient la nuit leur permettait d'économiser entre 4 et 4 fois et demi plus d'énergie que s'ils s'accouplaient à l'extérieur d'une inflorescence. Et donc, forcément, pour eux, il y avait un intérêt certain de faire ces accouplements-là. Et pour la plante, évidemment, ce qui se passe, c'est que lorsque les mâles courent derrière les femelles, eh bien, ils vont marcher plus activement au-dessus des stigmates et donc assurer une meilleure pollinisation et répartition du pollen sur les différentes fleurs. Ainsi donc, cette thermogenèse qui est maintenue durant toute la nuit est une ressource énergétique pour ces insectes endothermes et assure une efficacité de la pollinisation. Donc ça, c'est le premier trait floral qui joue dans l'attraction, dans l'interaction pollinisateur, mais il y a aussi l'attraction olfactive qui est importante. Parce que ces inflorescences, évidemment, s'ouvrent la nuit, donc les caractères visuels ne sont pas aussi importants que dans la pollinisation diurne, même si, comme vous pouvez le remarquer, l'intérieur de la spathe et le spadis sont blancs. C'est-à-dire quand même ça offre des zones de contraste sur on va dire, l'environnement qui est noir, qui est sombre. Voilà. Donc, on a pu étudier les odeurs florales de différentes espèces et en faisant des pièges, comme je vous ai dit, olfactifs, chimiques, on a pu attirer des pollinisateurs. Donc, pour cela, donc, ce qu'on appelle des biotests en conditions naturelles, on a pu tester différentes molécules, retenez pas les noms chimiques, voilà, qu'on a pu identifier. Actuellement, on connaît 16 composés attractifs, en tout cas pour ces coléoptères-là, et qui sont aussi spécifiques. C'est-à-dire qu'en général, le composé ou la combinaison de deux composés majoritaires dans l'odeur florale est responsable de l'attraction spécifique des pollinisateurs. Bien. Donc, on va changer, on va voir un troisième système de pollinisation. Maintenant, donc, on descend un petit peu dans les fleurs, les genres à fleurs unisexuées. Et cette fois, on va regarder la pollinisation par les mouches, les diptères. Donc, pour cela, comme on l'a vu, donc, comme tous les aracées, les inflorescences vont s'ouvrir, émettre de l'odeur attractive et produire de la chaleur. Dans ce cas-là, on va attirer des mouches, donc vraiment proches des drosophiles, et les partenaires sexuels vont se rencontrer dans l'inflorescence. Ils vont être attirés en phase femelle et euh, on va dire, boire les sécrétions stigmatiques et assurer la pollinisation. Et évidemment, si des partenaires sexuels se rencontrent, il va y avoir des accouplements. Contrairement aux autres systèmes de pollinisation, ces inflorescences vont aussi représenter le site d'oviposition de ces mouches-là. C'est-à-dire qu'elles vont, entre les fleurs femelles, il va y avoir insertion des œufs au bout de longs filaments collants qui vont rester là. Puis évidemment, au moment de la phase mâle, ces mouches aussi sont adaptées à pouvoir manger du pollen. Donc elles vont manger une partie du pollen et
et par là même se couvrir de pollen sur leur corps. Et lorsqu'elles vont s'envoler à la recherche d'une nouvelle inflorescence réceptive et ainsi assurer la pollinisation croisée. Les, les œufs qui ont été pondus vont évidemment éclore après un certain temps, une fois que la pollinisation a été réalisée. Comme vous pouvez voir ici, dans ce cas-là, en général, les parties mâles vont sécher, avorter, vont tomber au sol, et les fleurs femelles, donc c'est-à-dire les fruits en devenir, sont des baies dans ce cas-là, sont enfermés dans la base de la spate et vont mûrir. Les œufs, les larves des mouches vont éclore à l'intérieur de cet espace clos, très humide, et vont manger toutes les parties florales qui sont en train de pourrir. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont, contrairement à d'autres systèmes de pollinisation, mettons comme les yuccas ou les figuiers, elles ne vont pas s'attaquer aux ovules ou aux graines en devenir. Elles restent vraiment à l'extérieur des inflorescences. Donc, vous pouvez voir là. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que pour la plante aussi, le fait d'avoir ces nettoyeurs d'infrutescence, ça réduit aussi le risque de pourrissement des fruits en devenir, puisque toutes les bactéries et les parties qui sont en train de pourrir vont être consommées. Aussi, les deux partenaires, mouche et inflorescence, ont des cycles biologiques synchronisés parce qu'évidemment, il va falloir que l'émergence des insectes corresponde à la phase de maturation, évidemment, de l'infrutescence, qui, selon les espèces, va être entre quelques semaines et quelques mois. Donc ici aussi, je ne vais pas détailler, il y a eu des études sur les odeurs florales, donc on arrive à identifier évidemment chimiquement les composés. Et ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, tous les genres qu'on connaissait de pollinisation par ces diptères, c'est le genre Colocasiomia. Donc, il a pris le nom du genre d'Aracée Colocasia. Donc, on connaît un exemple en Amérique du Nord, réalisé par une autre famille, qui ne sont plus des drosophilidés, mais des chloropidés, sur le genre Peltandra, où c'est exactement le même système. On sait juste que la molécule chimique est beaucoup plus compliquée. Mais voilà, donc ça veut dire qu'il y a eu un deuxième événement d'association entre une mouche qui pond sur l'inflorescence et une aracée en Amérique du Nord. Donc maintenant, je vais vous présenter la pollinisation par duperie. Je ne sais pas si vous avez... On garde des questions pour la fin? Oui? Vous pouvez les écrire sur le chat si vous ne voulez pas oublier, comme ça on pourra le lire tranquillement après. Donc, on a vu jusqu'à présent que ces interactions-là étaient des mutualismes bénéfiques pour chacun des partenaires. Dans le cas de la pollinisation par duperie, à ce moment-là, cette interaction devient un antagonisme, et c'est-à-dire que l'insecte n'obtient plus la ressource que lui annonce la fleur, l'inflorescence. C'est-à-dire que la ressource, que ce soit du nectar, pardon, des tissus floraux ou un site d'oviposition, d'accouplement, ne va pas être là. Et donc l'insecte visitant et étant dupé va assurer lui la pollinisation des ovules et donc la production de graines, mais ne va plus obtenir cette ressource. Un des exemples les plus historiques, donc, c'est Arum italicum. Donc, le premier soir, la spathe va s'ouvrir. Donc, ça, c'est l'arôme qu'on a partout en France. La partie supérieure est une partie stérile du spadis, contrairement et donc va émettre les odeurs et produire de la chaleur. Et les insectes, dans ce cas-là, vont être des petits moucherons, vont être attirés, vont se poser sur la spathe qui, à l'intérieur, la surface interne est cirée, donc elle est huilée, et donc en fin de compte, c'est un vrai toboggan. Les insectes, ils descendent et tombent au fond de la chambre florale, et là, ils vont être piégés. Donc, à ce moment-là, dans la chambre florale, les stigmates sont réceptifs. Vous pouvez le voir avec les petites gouttelettes ici stigmatiques. Si ces insectes donc, ont du pollen, ils vont assurer la pollinisation. Et ils ne peuvent pas s'évader parce que vous pouvez voir ici, on le devine ici. Cette chambre florale, dans ce cas-là, est fermée par des poils stériles. Donc, ce sont des fleurs stériles des fleurs mâles, pardon, stériles qui ont été modifiées sous forme de poils et qui empêchent les insectes de ressortir. Le deuxième soir, à ce moment-là, les stigmates ne sont plus réceptifs. Le pollen va être libéré sous forme de pluie dans la chambre florale. Ça va tomber en pluie sur les insectes qui donc, vont pouvoir s'échapper puisque les poils stériles vont aussi sécher et disparaître et ils vont pouvoir s'échapper. Et si par malheur ils sont dupés par une deuxième inflorescence en phase femelle,
À ce moment-là, ils vont être attirés, enfin, ils vont être capturés et assurer la pollinisation croisée. Ici aussi, la thermogenèse, comme vous pouvez le voir en haut, en infrarouge, existe, mais elle est plus complexe que dans les autres genres, puisqu'ici, nous avons deux zones florales qui vont produire de la chaleur. Comme vous pouvez le voir, il y a d'abord l'appendice, qui est exposé à l'air libre, puis vous voyez qu'à l'intérieur, il y a aussi les étamines dans la chambre florale qui produisent de la chaleur. Lorsqu'on fait des enregistrements de température, donc ici, c'est un schéma hein, simplifié, donc à ce moment-là, on s'aperçoit que ces deux zones florales n'ont pas la même dynamique et temporalité. Pour ce qui est de l'appendice, il n'y a qu'un seul pic de chaleur qui a lieu évidemment le premier soir de l'anthèse, de l'ouverture de la spate, qui correspond à l'émission des odeurs et à l'attraction des insectes. Lorsqu'on regarde le patron de thermogenèse, donc les pics de thermogenèse des étamines à l'intérieur de la chambre florale, on voit que c'est beaucoup plus complexe. Il y a déjà trois pics durant 3 jours différents. Donc, il y en a un qui a lieu la veille, lorsque l'inflorescence est fermée, un qui a lieu dans l'après-midi de l'ouverture de la spate, et un autre, comme on a pu voir par exemple pour les philodendrons, qui a lieu au moment où le pollen est émis. Et les insectes vont s'envoler euh, et s'échapper de l'inflorescence. Donc, évidemment, on a essayé d'étudier, on ne sait pas trop à quoi peuvent correspondre les pics qui ont lieu avant que l'inflorescence soit ouverte. Je reviendrai un petit peu en conclusion. J'ai participé à la réalisation aussi d'un documentaire, donc j'espère que vous entendrez bien le son, sur Arte, que vous pouvez avoir en ligne, qui s'appelle Association de bienfaiteurs, dans le volet maquis, parce qu'il y a eu 3 séries. Attendez, excusez-moi, j'ai la porte qui claque du bureau. Pose un courant d'air. Voilà, et donc vous pouvez aller le voir. Alors, c'est une pollinisation par duperie. Il voulait raconter une histoire extraordinaire, mais parce que je ne vois pas trop ce que ça faisait dans l'association de bienfaiteurs, mais bon. Donc, ça vous permettra de regarder un petit peu la Corse et de voir la pollinisation d'Arum pictum, qui est quand même une espèce endémique corso-sarde de Baléares, et donc qui est assez rare sur le territoire français. Corse, ou dans le maquis, une belle se dévoile. Une plante endémique de l'île de Beauté, de la Sardaigne et des Baléares. La reine fleurit en automne après les premières pluies. Quelques jours, silence, majestueux, et puis à la fleur pour éclore. Pour la production de la plante, se joue dans les 5 à 6 heures après l'ouverture. Pour attirer les mouches qui vont la polliniser, l'appendice commence par chauffer. Et seule une caméra thermique permet de mesurer le phénomène. Jusqu'à 35 degrés. Surtout, la plante émet des phéromones qui rappellent la puanteur d'un cadavre. Les mouches, trompées par l'odeur, ont du mal à résister. Elles tournent autour, elles hésitent, se posent et finissent par glisser, car les parois de l'appendice et du pétale sont couvertes de poils microscopiques
les attire vers le bas. Les insectes doivent impérativement tomber dans la chambre florale, située à la base de la fleur. Les cils les empêchent de ressortir. Ils vont s'agiter dans le piège, se couvrir de pollen. Puis un arôme. Les cils qui emprisonnent, et en dessous, les organes sexuels de la plante. Après quelques heures, les cils tomberont, libérant les pollinisateurs qui seront attirés par une autre fleur, fécondant ainsi un nouvel arôme picteur. La pollinisation est l'une des interactions biologiques les plus importantes de la création. Chacun y gagne en général, plantes et insectes. Pas avec l'arôme picton. Les mouches ici sont dupées. Elles pensaient se délecter d'un animal mort, mais n'auront eu droit qu'à une bonne frayeur pour avoir séjourné dans la chambre florale. Voilà. Bon. Donc, alors, évidemment, enfin, il y a quelques petites bêtises qui sont dites. J'ai pas eu droit à regarder le texte. Donc, mais bon. Donc, l'arôme pictum, lui, sent plutôt le crottin d'équidés pas le cadavre. Justement, l'espèce qui est en Corse qui sent le cadavre est l'arôme mange-mouche, enfin, du genre Helicodiceros muscivorus, qui a une floraison printanière. Et donc, vous voyez la photo ici. Donc, l'anthèse est assez classique, hein, je ne la redétaille pas trop, avec une phase femelle avec attraction des insectes, émission d'odeur et de chaleur. Puis les insectes sont piégés pendant 24 heures et la libération du pollen le jour suivant en phase mâle, alors que les stigmates ne sont plus réceptifs. Et les insectes vont sortir couverts de pollen. Alors, vous pouvez voir ici, par contre, que contrairement à beaucoup d'autres aracées, la couleur est quand même très chère, très charnelle, et aussi la spathe est couverte de poils. Et donc les insectes qui sont attirés par cette espèce sont les genres Lucilia et Califora principalement, qui sont des mouches nécrophiles. Et donc forcément, vous imaginez bien le type d'odeur que va émettre une inflorescence qui attire les mouches nécrophiles. Et donc c'est une odeur de cadavre. Donc l'analyse chimique montre que cette odeur est très riche en composés volatiles qui contiennent des atomes de soufre, qui sont caractéristiques de la viande en décomposition. Et ce qui est intéressant, c'est que des collègues sardes ont pu étudier par électrophysiologie que les antennes, donc ici, c'est ce qu'on voit en haut là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais que grosso modo, les antennes des mouches sont capables de détecter 4 molécules qui sont, en fin de compte, ces composés soufrés, différents composés soufrés. Donc, et que ces composés soufrés sont sûrement très importants dans l'attraction et la duperie de ces mouches. Et donc, ça aura permis de faire une expérience qui est assez parlante, qui consiste à dire, donc, une, une inflorescence en phase femelle, évidemment, émet l'odeur naturellement et donc va attirer un grand nombre de mouches. Une inflorescence en phase mâle, justement, n'émet plus d'odeur puisqu'elle va relâcher les insectes, les mouches qui ont été attirées couvertes de pollen. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une inflorescence en phase mâle qui n'attirait pas d'insectes et ont rajouté l'odeur de synthèse. Et ils sont aperçus qu'évidemment, cette inflorescence-là attirait plus de mouches une inflorescence mâle. Ils ont fait une autre expérience où, en plus de rajouter à une inflorescence mâle, en phase mâle, pardon, les odeurs, ils ont aussi mis un câble chauffant autour du spadis. Et à ce moment-là, ils ont pu attirer presque autant d'insectes qu'une inflorescence naturelle. Ainsi donc, dans cette duperie, la thermogénèse est aussi importante du fait que l'inflorescence imite un cadavre. Parce qu'un cadavre, donc dans ce cas-là, un goéland, du fait de l'activité bactérienne, à ce moment-là,
va augmenter, pardon, l'activité bactérienne va augmenter la température donc, du cadavre. Et donc, l'efflorescence, en produisant cette chaleur, en plus de l'odeur, va mimer ce processus bactérien de dégradation des viandes et donc va mieux duper encore les insectes. Donc, dans le cas de l'arôme mange-mouche et Helicodicéros, l'odeur et la chaleur sont tous les deux importants pour duper l'insecte et imiter le site de ponte de ces mouches, puisque ce sont principalement des femelles qui sont attirées, qui cherchent à pondre leurs œufs. Donc, cette pollinisation par duperie est quand même connue dans différents genres donc, d'aracées. Donc, ça peut être le genre Amorphophallus qui va attirer des coléoptères, soit coprophages, soit nécrophiles. C'est connu dans le genre Biaron, Éminion, Racunculus, qui pousse en Crète, ou dans et on a les Typhoniums qui sont plutôt australiens ou d'Asie tropicale. Donc, dans ce cas-là, la pollinisation tromporique, quelle que soit l'espèce ou le genre, en fin de compte, l'inflorescence va imiter le site de ponte de l'insecte. Donc, c'est surtout les femelles qui sont concernées. Et pour cela, donc, elles vont adapter, donc, ça s'appelle la thermogenèse, mais surtout l'odeur florale au type de site de ponte qu'elles vont vouloir imiter. Donc, par exemple, on connaît des inflorescences qui vont imiter donc, la bouse des excréments ou les matières végétales en décomposition, et donc attirer les coléoptères ou les mouches associées à ces substrats-là. C'est classiquement le genre arôme chez nous. Nous avons des inflorescences qui vont imiter les cadavres, et donc attirer les mouches des cadavres. C'est ce qu'on a vu avec Helicodicéros mucivorus. Il y en a d'autres qui vont imiter des champignons, et donc attirer les moucherons des champignons. Donc, c'est connu dans le genre Arizema ou dans les arômes du Moyen-Orient. Enfin, certaines arômes vont pouvoir imiter les fruits pourris et donc attirer les mouches donc, en, en émettant une odeur de banane pourrie, par exemple. Et donc, ils vont attirer les mouches des fruits, classique, comme on peut avoir chez nous lorsque on a des fruits qui sont trop mûrs dans nos saladiers à fruits. Et enfin, on a quelques exemples qui vont attirer des moustiques piquants du genre donc hématophages, culicoïdes. Et donc, sûrement, les inflorescences, donc ça n'a pas été très bien étudié, imitent des vertébrés à sang chaud et donc sont capables donc, d'attirer ce type d'insectes. Voilà, donc maintenant pour conclure, sur cette thermogenèse ou l'élévation de la température donc, des inflorescences, donc on a vu au moins, nous avons trois rôles qui sont attestés. Donc c'est le fait que ça peut être une ressource thermique pour les insectes qui sont endothermes, mais aussi que c'est un rôle d'attraction ou de mimétisme dans le cas de la duperie, surtout si c'est lié à des substrats qui sont supposés être plus ou moins chauds, comme par exemple une bouse de vache ou un cadavre. Et aussi que dans certaines espèces qui poussent sous des climats plutôt froids, non tropicaux, on va dire, il peut y avoir aussi un optimum thermique pour la germination du pollen et donc la maximisation de la pollinisation. Des rôles probables, donc, qui sont souvent mis en avant mais qui ont pas encore été démontrés, c'est que le fait que le spadis se chauffe, évidemment, il peut y avoir volatilisation des odeurs, puisqu'on va créer un gradient thermique entre l'intérieur des cellules et l'extérieur, donc assurant ainsi un flux, une volatilisation des odeurs, et surtout une dispersion dans l'atmosphère, parce qu'autour de l'inflorescence, il va y avoir une agitation de l'air, il va y avoir une perturbation. On a vu que les étamines aussi pouvaient chauffer dans le cas d'arôme avant l'ouverture de la spathe, et donc peut-être que cette augmentation de température est un indicateur de processus d'ouverture de la spathe mécanique par déshydratation et aussi de maturation et de croissance des fleurs. Et aussi en phase mâle, le fait que les étamines chauffent encore une dernière fois pourrait être lié à l'ouverture des sacs polliniques, puisqu'on sait que c'est une ouverture mécanique par déshydratation, et l'élévation de température pourrait synchroniser à travers les grands nombres d'étamines, cela à l'échelle de la zone des fleurs mâles, et aussi accélérer le processus. Ainsi donc, la famille Aracées est intéressante à étudier parce qu'il y a une diversité taxonomique d'insectes. Donc, il peut y avoir des abeilles. Je n'ai pas eu le temps de le développer ici, mais en Amérique tropicale, on a un certain nombre d'abeilles euglossines qui vont venir visiter un certain nombre d'Aracées. Nous avons vu qu'il y a des coléoptères, il peut y avoir des diptères, mais il y a aussi des papillons et des thrips qui sont connus comme visitants des Aracées.
Et on a vu aussi que à ces différents types d'insectes, il va y avoir différents types de ressources que va offrir l'inflorescence, qui peuvent être donc des huiles odorantes dans le cas des abeilles. C'est un peu comme les abeilles à orchidées. Ça va leur permettre de parfumer le nid au mâle et donc ainsi faire une sélection sexuelle, attirer les femelles qui vont accepter ou non de s'accoupler avec le mâle. Il, il va y avoir du pollen, des sécrétions florales, des tissus floraux qui peuvent être consommés par les pollinisateurs, mais l'inflorescence aussi peut représenter des sites d'accouplement et des sites de viviposition. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vu qu'on a une diversité d'interactions, elle peut être mutualiste ou antagoniste, et donc évidemment, d'un point de vue évolution de l'interaction, il n'y a pas les mêmes contraintes. Donc, à l'ère du moléculaire, donc maintenant on a des phylogénies moléculaires. Donc, regardez pas tous les noms, ici ce sont tous les genres d'aracées. Mais on avait fait un petit travail qui permettait de cartographier donc, les types de pollinisateurs ici représentés par différentes couleurs et donc voir un petit peu leur changement à travers les différents genres. Et ce qu'on s'aperçoit, donc, c'est que par exemple, la pollinisation par les abeilles n'a lieu que dans un seul groupe. Ensuite, il y a eu une pollinisation par les coléoptères, donc qui a touché plusieurs groupes, mais qui a pu changer plus récemment dans l'évolution, puisque il y a eu l'acquisition de pollinisation dans ces groupes-là par les diptères. Et ensuite, donc, on a eu l'acquisition par certains genres, une spécialisation dans la pollinisation par les diptères, en sachant, en voyant ici qu'il peut y avoir des changements entre diptères et coléoptères. On peut aussi faire la même chose en termes de type d'interaction. Donc, on s'aperçoit que dans on va dire, les genres qui sont apparus les premiers, la pollinisation est ce qu'on appelle par récompense, c'est-à-dire que les insectes obtiennent la ressource style pollen, tissu floral, puis qu'ensuite, avec en particulier les coléoptères, à ce moment-là, il y a eu imbrication des cycles de reproduction, puisque l'inflorescence, à ce moment-là, est liée à l'accouplement des insectes, même s'il y a toujours les récompenses alimentaires qui sont là. Puis, avec l'apparition de la pollinisation par les diptères, on a eu donc la pollinisation avec ponte de l'insecte, l'oviposition sur les inflorescences, mais surtout l'apparition plusieurs fois de la pollinisation par duperie. Donc, où là, évidemment, l'insecte est dupé par la stratégie mise en place de pollinisation par les aracées. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est très dynamique à l'échelle évolutive et ces changements-là sont très intéressants, évidemment, à étudier en plus de la diversité. Donc, pour conclure, sur l'écologie de la pollinisation, comme je vous ai dit en introduction, actuellement, on connaît 156 genres et presque 4600 espèces. En termes de pollinisation, on connaît que la moitié des genres a été documentée et à peine 300 espèces. Donc, il y a encore beaucoup de choses à étudier et on a sûrement encore des découvertes intéressantes à faire. Je vous remercie de votre attention et je suis ouvert à toutes vos questions. Merci beaucoup, Marc. Je vous remercie du partage. Cette Ah, découverte tout à fait passionnante de la famille des Aracées, que oui, personnellement, je connais très peu. voilà. Donc, Euh, on va passer aux questions. Alors, il y a une question ah, d'Elisabeth sur quelles alors, sont les classes chimiques de molécules responsables de l'odeur. Y alors, a-t-il des classes plus présentes transversalement ou cela change-t-il pour chaque genre? alors, ce qui est intéressant, ça, c'est bon, j'ai pas eu trop le temps parce que ça, fait. J'avais peur que ça soit trop technique. Donc, ce qui se passe, la diversité qu'on peut voir, que ce soit ici biologique, se retrouve aussi chimiquement. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir, euh, donc, grosso modo, toutes les grandes classes de composés volatiles, et puis comment ce qu'on appelle les dérivés d'acides gras, les terpènes, les composés aromatiques, même les composés azotés comme les indoles, on va trouver, ou les composés soufrés, donc vont exister en fonction de la stratégie de pollinisation. Ce qui se passe en général, c'est que dans un système de pollinisation, typiquement dans les philodendrons, on n'aura que peut-être deux ou trois classes de familles de composés volatiles. Et évidemment, ça va être on va dire, le composé qui va faire la spécificité, la différence. C'est-à-dire que dans une espèce, on risque d'avoir un composé aromatique de type, on va dire, 1, et dans le deuxième, ce sera le type 2. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire la, la spécificité. Alors, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que dans un signal, dans une pollinisation mutualiste, le signal est honnête.
C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin chimiquement d'être complexe, puisque les deux partenaires ont intérêt à se rencontrer. Et en général, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les odeurs florales sont relativement simples et dominées. Quand je dis dominées, c'est-à-dire qu'un ou deux composés vont représenter plus de 60% de l'odeur florale. Dans le cas de la pollinisation par duperie, en général, pour éviter d'un point de vue auditif que l'insecte apprenne à éviter d'être dupé, à ce moment-là, l'odeur florale est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'en général, on a plusieurs dizaines de composés volatiles qui sont émis et les proportions sont très changeantes. Donc, c'est très difficile à étudier, ce qui, évidemment, euh, rend plus difficile l'apprentissage par les insectes de la reconnaissance d'un signal de duperie. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. J'avais Tout à fait. j'avais une question qui est peut-être incongrue, mais Non, non. on voit le rôle clé des températures, des variations de température Ouais, sur finalement différents processus qui sont impliqués dans la pollinisation. Je pense évidemment aux impacts des changements climatiques, ouais, tout à fait. notamment en termes de saisonnalité et modification Hum. de saisonnalité. Est-ce que c'est étudié? Est-ce que justement par rapport au couple entre la plante et l'insecte pollinisateur, est-ce que finalement le macroclimat peut interagir et modifier cette interaction? Oui, tout à fait. Alors, bon, d'une part, ce qui est intéressant, c'est que chez les Aracées, la thermogenèse est un trait floral, comme pourrait être la couleur ou les odeurs. Donc, parce qu'on ne connaît pas de thermogenèse chez les plantes qui n'est pas liée à la pollinisation. Donc, il n'y a pas que les Aracées qui font la thermogenèse, juste pour faire un petit aparté, il y a aussi les palmiers, les magnolias, les nénuphars, etc. Donc, alors, il y a deux choses pour la thermogenèse. Évidemment, on a vu que pour le pollen, il y a une optimale thermique. Donc, c'est clair que si on a une augmentation de la température ambiante et qu'en plus la fluorescence va produire de la chaleur, elle pourrait à un moment donné dépasser cette optimale thermique de viabilité de croissance du pollen et donc affecter sa reproduction. Donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui serait intéressant d'étudier. On n'a pas étudié. Par contre, avec des collègues de l'Université de Tours, qui sont plutôt des physiologistes des insectes, on a étudié en quoi la température dans la chambre florale pouvait affecter la survie des insectes, parce que les psychodas, c'est des petits insectes. Et on s'est aperçu que dans certains cas, lorsqu'on les mettait en conditions, on va dire, contrôlées environnementales, donc c'est des étuves, hein, des grandes étuves, quand la température était chaude, on arrivait vraiment à la température critique de survie des insectes. C'est-à-dire que ces insectes-là, ceux qui sont petits, ils aiment bien être dans des milieux frais et froids. C'est pour ça que souvent les arômes, on les trouve dans les bosquets, près des ruisseaux, voilà, les zones un peu plus humides. Et que dès qu'on approche les 33-35 degrés en température ambiante, à ce moment-là, on est vraiment à la température critique où les insectes commencent à être en stress, on va dire, thermique. Et certains ne peuvent pas forcément mourir, mais en tout cas, ils arrêtent toute activité, etc. Et donc, c'est vrai qu'avec ce changement climatique-là, ça peut être un problème. L'autre problème que vous avez souligné, c'est évidemment le décalage de phénologie entre l'insecte et la plante. Puisque ça a été reporté, il y a eu pas mal de travaux pardon, qui ont montré qu'évidemment, maintenant, la floraison un certain nombre de plantes est beaucoup plus précoce. Et si l'interaction est spécialisée, à ce moment-là, si l'insecte ne suit pas, ben, on peut avoir un problème de non-rencontre des partenaires. Dans le cas de la pollinisation par du puri, c'est un peu moins embêtant parce que, enfin, actuellement, en tout cas actuellement, parce que, il dupe un cortège, une communauté d'insectes associés, mettons, à un substrat, les bouses, etc. Donc, c'est pas forcément une espèce. Donc, dans le milieu, ces insectes sont toujours présents. Ils ne sont pas dépendants de la floraison, vous savez, de l'arôme, puisque eux, ce qui leur intéresse, c'est s'il y a des troupeaux et des vaches, voilà, qui font leur bouse. Donc, dès que la température leur permet de faire leur cycle de développement, ils vont être présents dans le milieu. Donc, elles seront moins sensibles, a priori dans un premier temps. Voilà. J'ai répondu, j'espère. Oui, oui, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, il y a une question, je Ah, vais laisser la poser oui, sur oui, une posez. question technique. Ouais.
Ah, Oui, je question suis technique. désolée. Alors là, pour les cultures, ça va être chaud, mais on y va, on va essayer. Je suis pas horticulteur, malheureusement. Allez-y. Je suis désolée. Bonjour. Non, bonjour. Je suis donc Mélodie et je dirige la serre des Aracées à Paris, au Cerf d'Auteuil. Ouais. Et je fais de la pollinisation moi-même quand j'ai pas de mouches qui rentrent dans la Oui, serre ou choses comme ça. oui, J'ai énormément de philodendrons, de plantes qui ont oui. leur chambre, la chambre pourrie en fait, directement. Ça n'arrive pas jusqu'à germination. Ah bon, Et voilà, ça pourrit, ça moisit complètement à l'intérieur. Et du coup, ouais. je voudrais savoir si est-ce qu'il faut que j'ouvre la chambre florale avec des ciseaux, une épinette, quelque chose pour pouvoir C'est- aérer? C'est-à-dire, c'est une fois que vous avez fait la pollinisation, Oui. et bien comment vous la faites la pollinisation sans ouvrir la chambre florale? Ça me paraît difficile. Alors, j'ouvre un petit peu, mais j'essaye de ne pas ouvrir entièrement Ok. euh, la Ouais. chambre. Parce Et en que, fait, avec l'arrosage, etc., très souvent, ouais, ça moisit complètement. c'est ça. Ouais, ça, c'est le problème en serre. J'ai fait mon postdoc, pareil, au Jardin botanique de Montréal, et c'est vrai que Oui. c'était le problème, c'était l'arrosage, quoi. C'est Donc, l'arrosage qui fait cette moisissure. ouais. Donc, Ah, d'accord. oui, parce que vous avez quand même, c'est un milieu confiné, donc il y Oui, a c'est beaucoup ça. de sport, il y a beaucoup de sport, etc. Oui. Donc, d'une part, pour vous gardez le pollen au frigidaire pour la En viabilité. général, oui. Ouais, c'est ça. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on prélève le pollen sur une inflorescence en phase mâle, on le garde au Oui. frigidaire, si possible avec un peu de sopalin humide, Ah, avec. ok. Il faut garder un peu d'humidité si vous le mettez Ok. dans une boîte de pétri, pardon. D'accord. Et ensuite, ouais, idéalement, ça serait de faire une. Nous, ce qu'on faisait, c'est vous découpez une fenêtre dans la spate. Parce que les D'accord. philodendrons, c'est super robuste. Si vous laissez une fenêtre ouverte, ça va pas. C'est pas un Non, problème. c'est pas un problème. Il n'a D'accord. pas besoin d'être fermé pour mûrir. Donc, à ce moment-là, avec un pinceau, vous pouvez balayer les stigmates. Enfin, Oui. Oui. et ensuite, ben, vous laissez. Soit vous remettez le bout que vous avez coupé, soit vous mettez juste une sorte de gaz autour. Et évitez D'accord. d'arroser directement si c'est C'est ça, en possible. fait. C'est Si c'est ça, possible. voilà. Voilà. Parce que le problème, c'est que moi, dans ma serre, je suis sous Yes. 80% d'humidité, Et oui, avec je sais. brumisation et Et oui. feuilles. Et je pense que c'est ça qui fait moisir mes fleurs Ouais. et qui me permet pas de Mais polliniser. si vous remettez pas la partie que vous avez découpée, ben, l'eau, s'il y a trop d'eau, elle devrait s'écouler, quoi. Vous voyez, par D'accord. l'ouverture. Donc, Ok. vu que c'est pas gênant. Ok. Sinon, vous m'envoyez un courriel parce que, et je peut-être vous mettre en contact avec Geneviève Ferry qui a travaillé, qui a maintenu la collection Oui. de Veracé du Jardin botanique de Nancy Oui. et que je connais très bien et qui a eu aussi une grande expérience. Et elle, peut-être Oui. pour vous dire, Alors, je me suis dit aussi que j'allais me mettre en communication avec Douglas, son voilà, ben élève, en voilà, fait. c'est son Voilà. successeur. Voilà. Et je vais à Nancy la Ah semaine prochaine. ben on se verra alors. Donc, ah bah, je suis ravie. Je ferai Super, aussi je suis je ravie. ferai une conférence un peu différente de Oui, cela. j'ai vu que vous étiez sur le programme. Super. Voilà. Merci Ben beaucoup voilà, pour on en votre réponse. reparlera. Avec Merci. plaisir, avec plaisir. Bien, merci beaucoup, mais il est 14 heures, on est arrivé Bon, au terme de ce webinaire. Encore un grand merci, Marc, pour cet exposé passionnant. Malheureusement, nous avec, n'étions pas très nombreux, mais bon, c'est pas grave, non mais ça fait partie. Avec voilà, plaisir. tout à Voilà. fait intéressant. Bon. Et puis, donc, j'annonce pour le prochain webinaire, pour les personnes qui sont présentes, alors, que je ne me trompe pas dans la date, ça sera le 4 juillet. Bon, ça, on revient sur les premiers vendredis du mois. Voilà, premier vendredi du mois, le vendredi 4 juillet, et on reprend notre cycle consacré aux ptéridophytes avec Michel Boudry qui nous Ah, parlera, je pense, des prêles. ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Et puis, donc au mois d'août, évidemment, ça sera l'interruption estivale et on reprendra le 5 septembre avec Joseph Vercottren qui nous parlera de la vigne et plus particulièrement des polyphénols de la vigne. Voilà, bah Eh bien, merci beaucoup merci. à tous les Voilà. participants et participantes. Je vous Merci souhaite beaucoup. au revoir. Nouveau Je vous dans un souhaite mois. une bonne Voilà. après-midi, un bon week-end. Merci encore, Marc. Bon Avec week-end. plaisir. Au Et revoir. au revoir. À bientôt. À bientôt.